Et je donne maintenant la parole à Gilles Grain pour nous parler du chemin de l'intégration européenne selon Jean Monnet. Alors 20 minutes pour nous présenter la méthode Monnet. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup Marie-Thérèse et merci à l'association, merci Gérard pour avoir organisé ce superbe colloque. Ma contribution vise à comprendre la philosophie politique de Jean Monnet en matière d'intégration européenne. Elle va s'appuyer sur des archives et il y aura de nombreuses citations parce que mon parti pris a été en effet de lui donner largement la parole. Comme beaucoup de personnes de sa génération, Jean Monnet a connu les tragédies de la première partie du XXe siècle et elles l'ont marqué. Et ainsi, il fixe l'objectif, je le cite. Le but, c'est la paix entre les hommes, l'amélioration constante de leur niveau d'existence et la préservation de la liberté. Fin de citation. Il a aussi pu découvrir très jeune le vaste monde, ce qui l'a rendu sensible à l'importance des grands ensembles intégrés ainsi qu'au progrès de la science et de la technologie. Pour lui, c'est clair, les pays européens doivent s'unir. Seuls, ils ne peuvent pas faire face aux grands défis globaux. Jean Monnet ne développe aucunement un projet qui serait purement technique ou économique. Je crois que c'est un projet éminemment politique. Il se bat pour l'union politique de l'Europe. À ses yeux, son projet doit passer par l'union des hommes. Il veut cicatriser les conflits du passé et cela implique pour lui la nécessité de changer les rapports entre les pays et graduellement les formes nationales. Et donc, la souveraineté et les institutions sont de ce fait au cœur de sa réflexion. À mon sens, pour comprendre la philosophie politique de Jean Monnet, pour comprendre donc le chemin de l'intégration qu'il esquisse, il faut se pencher sur 6 dimensions que je vais développer très brièvement. 1, c'est sa vision de la souveraineté et de la place du droit. 2, les institutions et l'importance de la recherche de l'intérêt commun. 3, la question de l'aboutissement du processus d'intégration. 4, la recherche d'un chemin par étapes qui va lier l'intégration économique et l'union politique. 5, c'est la question de l'ouverture géographique du projet en Europe. Et 6, la vision globale qui relie le projet européen au reste du monde. Je commence donc avec la souveraineté et le droit. Dès 1943, dans sa fameuse note d'Alger, Jean Monnet pointe du doigt les excès de la souveraineté nationale qui peuvent se traduire en des politiques de prestige et des mesures protectionnistes. Il souligne la nécessité de créer des marchés plus larges et d'éviter trop de dépenses militaires. La résilience des souverainetés nationales, même après les effets apocalyptiques des guerres mondiales, lui apparaît comme une réalité profonde avec laquelle il faut faire. Il en vient à affirmer la nécessité d'aller au-delà d'une simple coopération entre les gouvernements et plaide pour des délégations de souveraineté à des institutions fédérales. Donc il met en avant une certaine vision de la souveraineté qui implique une fusion dans des domaines choisis. Il s'oppose aux politiques nationales de prestige et à une vision de la souveraineté nationale qui serait absolue, en la qualifiant, je cite, d'archaïque. Il met en avant l'importance des règles communes, la notion d'égalité entre les pays, et c'est la main tendue de la France à l'Allemagne, et le nécessaire arbitrage du droit. Il s'oppose avec véhémence à la politique du plus fort, et il plaide pour appliquer finalement entre les États la pratique qui prévaut à l'intérieur des pays avec une socialisation, une domestication des pratiques et puis vraiment le recours aux instruments du droit et l'usage des institutions. Jean Monnet, tout réaliste qu'il est conscient qu'on ne peut pas changer la nature humaine, mais il croit en la possibilité de modifier le comportement des hommes les uns vis-à-vis des autres. Pour lui, l'idée de la mise en commun des ressources entre des pays qui étaient autrefois des ennemis est centrale. La notion de souveraineté populaire est aussi très importante chez lui. Elle est ancrée dans le cadre de la démocratie représentative. Et c'est ainsi qu'il est naturellement appelé à plaider pour l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Il oppose sa méthode à la simple coopération entre des États en mettant en avant la nature différente des communautés européennes par rapport à des organisations internationales telles que le Conseil de l'Europe. Je le cite. Les autres organisations européennes, Conseil de l'Europe, OSCE, Accord de Paris, sont essentiellement différentes. Le Conseil de l'Europe n'a pas de pouvoir, n'a jamais été consulté par les gouvernements sur un point précis. Le Conseil discute de toutes les questions sans être limité et par conséquent responsable.
C'est une plateforme très utile, ce n'est pas une institution. Aucun État dans son établissement n'a abandonné quoi que ce soit. On ne saurait par conséquent comparer le Conseil de l'Europe aux institutions de la communauté. Fin de citation. Et on sait que Jean Monnet s'oppose aussi à la vision et à l'action du général Charles de Gaulle, président de la République française, de 1959 à 69. Et là, j'ai choisi une citation dans les archives, c'est une note de réflexion que je trouve particulièrement éloquente. Donc Jean Monnet écrit à lui-même, je cite, « La voie qui nous est offerte par le général de Gaulle est la coopération nationale. Chacun buvant dans son verre, sans verre commun, avec des méthodes de décision imposées et non de discussion. J'ai longtemps pensé que le général de Gaulle comprendrait que la voie européenne nécessite une transformation graduelle des supériorités nationales. Je dois me rendre compte aujourd'hui que je me suis trompé. La politique que nous offre le général de Gaulle est le retour en arrière par la coopération entre nations. C'est la négation de l'Europe. C'est l'impossibilité d'avoir une Europe européenne. C'est l'impossibilité d'avoir des conditions d'égalité entre les hommes d'Europe. L'impossibilité de créer des conditions qui permettent à l'Europe d'être indépendante. » Fin de citation. Mon deuxième point, c'est les institutions et l'intérêt commun. On le sait, Jean Monnet y attache une très grande importance. Les institutions représentent la continuité et elles sont le vecteur qui permet à l'intérêt commun de pouvoir émerger. Et Jean Monnet dit, je cite, « Les hommes passent, d'autres viendront qui nous remplaceront. Ce que nous pourrons leur laisser, ce ne sera pas notre expérience personnelle qui disparaîtra avec nous. Ce que nous pouvons leur laisser, ce sont les institutions. La vie des institutions est plus longue que celle des hommes et les institutions peuvent ainsi, si elles sont bien construites, accumuler et transmettre la sagesse des générations successives. » Fin de citation. Et Monnet plaide pour des institutions communes en utilisant fréquemment le terme d'institutions fédérales, mais en mettant toujours en avant leur caractère évolutif possible. Il met aussi un point d'honneur à vouloir faire émerger l'intérêt commun ou l'intérêt général qui doit être différent du simple plus petit dénominateur commun. Pour Monnet, il faut toujours avoir la vue d'ensemble, trouver l'intérêt de tous par le haut. Monnet aussi attache une grande importance au contrôle démocratique. Il dit, je cite, « L'unification de l'Europe intéresse chacun de ses citoyens. Elle ne peut pas être un domaine réservé aux techniciens et aux diplomates. » Fin de citation. Et à un autre moment, quelques années après, il écrit, je cite, « Les institutions actuelles sont trop techniques. Il faut leur donner un caractère plus démocratique. On peut le faire en accroissant la responsabilité parlementaire. » Fin de citation. L'architecture institutionnelle de la CECA, avec ce modèle de séparation des pouvoirs, correspond, on peut dire, au modèle idéal type de Jean Monnet. On le sait, le modèle institutionnel qui sera conçu pour la CEE est moins fédéral que celui de la CECA, puisqu'il fait une part plus large aux représentants des gouvernements nationaux. Mais malgré ce reflux vers moins de supranationalité, Monnet estime tout de même que la CEE se situe dans la continuité de la CECA. On sait qu'il se prononce aussi pour la fin de l'unanimité au sein du Conseil des ministres et plus tard pour l'établissement du Conseil européen qui rassemblera les dirigeants exécutifs nationaux comme un commencement d'autorité européenne. Il est pragmatiquement à la recherche d'un gouvernement européen, devant constater qu'à l'époque, la Commission n'est pas en mesure de remplir son rôle. Mais en 1974, il affirme, je cite, « Les institutions de l'Union européenne devraient comprendre notamment un gouvernement européen et une assemblée européenne élue au suffrage universel. » Fin de citation. Donc, ce qui est tout différent du Conseil européen d'aujourd'hui qui seul dirigerait tout. Petite parenthèse. Ensuite, la question de la fédération, de l'aboutissement du processus. Je pense que quand on regarde le vocabulaire de Jean Monnet, la mise en avant, avant l'heure, de ce qui a été appelé le principe de subsidiarité et la formulation de différents plans, on voit qu'il y a une vision fédérale chez lui. L'évocation de la subsidiarité est absolument exemplaire, admirable, je trouve. Il dit dans un discours, je cite, « Les États-Unis d'Europe dont nous poursuivons la création ne sont pas un État centralisé. C'est une fédération qui respecte les réalités nationales profondes. » Fin de citation. Et une dizaine d'années plus tard, donc là on est au milieu des années 60, il écrit aussi dans une note de réflexion, je cite, « Il faudrait ajouter à cela la création d'un système qui maintiendrait les nations pour les questions qui ne seraient pas fédérées, voire la Confédération suisse. Il faut graduellement fédérer les questions que ces nations ne peuvent traiter seules
économie, défense, politique. Et puis il dit aussi, il faut faire l'Europe pour ce qui est essentiel, laisser le reste national. Il ne faut pas monter une machine administrative trop grande, il faut une décentralisation. Fin de citation. Monnet n'hésite jamais, à la suite de graves crises, à promouvoir des thèses fédéralistes. L'échec de la CED en 1954, dans laquelle il s'était beaucoup investi, va obliger les Européens à faire une sorte de fédéralisme à l'envers, c'est-à-dire à laisser à plus tard la mise en place d'une union politique aboutie avec un système institutionnel achevé et une délimitation stable des compétences entre le centre et les États membres. Monnet considère la CECA comme un modèle institutionnel de type fédéral, même s'il est limité à 2 secteurs stratégiques de l'économie. Avec la CE, le modèle s'éloigne du fédéralisme et donne naissance à ce qu'on appelle la méthode communautaire. Et dans ce cadre, en 1960, Monnet montre une fois de plus son grand pragmatisme lorsqu'on débat de la confédération et de la fédération. Et il écrit à ce moment-là que la fédération peut tout à fait être un tremplin, la confédération peut être un tremplin vers la fédération et amener les Européens à prendre ensemble une vision plus politique des choses, dans la mesure où on ne remet pas en question les acquis du marché commun. En 1971, il y a une phrase qu'il prononce dans un entretien avec un journaliste qui pourrait peut-être nous sembler déstabilisant, mais je crois que ça ne l'est que si on cherche des catégories trop types, donc ça ne l'est pas. Donc Monnet dit, je cite, « La fédération est une forme de rapport entre les nations qui existe depuis des centaines d'années. Je ne sais pas si l'organisation actuelle de l'Europe conduira à une fédération. C'est une union de l'Europe, si vous voulez, mais pas une fédération. » Fin de citation. Et dans les mémoires, le couronnement en 1976, il évoque à nouveau cette question en écrivant, je cite, « Vers quel aboutissement nous conduit cette nécessité? Vers quel type d'Europe, je ne saurais le dire, car il n'est pas possible d'imaginer aujourd'hui les décisions qui pourront être prises dans le contexte de demain. Ce que nous préparons à travers l'action de la communauté n'a probablement pas de précédent. Cette communauté est fondée elle-même sur des institutions qu'il faut renforcer, tout en sachant que la véritable autorité politique dont se doteront un jour les démocraties européennes reste à concevoir et à réaliser. » Fin de citation. Mon 4e point, c'est la question du lien entre l'intégration économique et l'union politique et la mise en avant par Monnet d'un chemin par étapes. Monnet est l'un des concepteurs du projet d'union franco-britannique de 1940 qui vise à instaurer, c'est incroyable, une union douanière, une monnaie unique, des politiques économiques communes, une défense commune, une citoyenneté, une constitution, un cabinet de guerre et un parlement. Mais cette proposition tient évidemment compte d'un contexte particulier et unique dans l'histoire où la survie des nations françaises et britanniques était en jeu. Et ainsi, 30 ans plus tard, Monnet se rappelle, je le cite, « La proposition britannique de 1940 était globale. Elle proposait que les destins des nations soient mis en commun. Or, ce que nous avons fait en 1950, sous le nom de plan Schuman, a été de mettre en commun les intérêts des nations, et au lieu de le faire d'emblée, globalement, on l'a fait par étapes. Donc nous avons commencé par le charbon et l'acier, puis le marché commun a suivi. D'autres étapes viendront plus tard. Mais elles sont toutes en accord, je dirais, avec le principe que l'on trouve dans cette déclaration. » Fin de citation. Après la Seconde Guerre mondiale, Monnet est donc amené à privilégier la progression par étapes. Et on en trouve la démonstration magistrale dans cette phrase de la déclaration du 9 mai 50, je cite, « L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Donc on le voit, pour Monnet, le chemin de l'intégration dans ce contexte de l'après-guerre doit commencer par l'économique. Dès le début, il faut mettre en commun les ressources. Puis l'union politique viendra. Donc, il voit l'intégration économique comme le fondement de l'union politique. Cependant, à ses yeux, il n'y a pas d'automatisme pour le passage de l'intégration économique à l'union politique. Le cap est fixé, mais il faut trouver une façon souple et faisable d'y parvenir. Dans une note de réflexion de 1952, Monnet couche sur le papier la séquence marché unique, monnaie unique, fédération. C'est très intéressant. Bon, peut-être qu'on peut l'interpréter de différentes façons, mais moi je le prends quand même comme une mise en avant du rôle charnière de l'intégration monétaire qui est à la jointure de l'économique et du politique, comme si Monnet prend rendez-vous avec l'avenir et la suite de l'histoire de l'intégration va le montrer.
Monnet considère aussi que les institutions et méthodes appliquées dans le domaine économique peuvent être utiles à la conception de l'union politique. On le voit dans la déclaration de 1964 du comité Monnet qui prône l'application de la méthode communautaire à la politique étrangère et à la défense. Et Monnet indique que cela implique une base populaire, c'est-à-dire l'intervention du suffrage universel, si possible durant, mais à défaut à l'issue du processus. Cinquième point, donc, l'ouverture géographique. Pour Monnet, l'intégration européenne est un processus de transformation graduelle des relations entre les États et les peuples. Il prône une Europe ouverte à tous. Je le cite, « Notre communauté n'est ni une petite Europe, ni une communauté restreinte. Ses limites n'en sont pas fixées par nous. Elles sont fixées par les pays mêmes qui, pour le moment, ne s'y joignent pas. Il ne tient qu'à eux que nos limites en soient étendues. » Fin de citation. On le sait, Monnet se bat en faveur de l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés. Il comprend que l'illusion de rester une grande puissance et de pouvoir se débrouiller seul dans le monde a obscurci le regard britannique durant plusieurs années, à méditer aussi pour aujourd'hui. Dans une note de réflexion de 1956, Monnet précise sa pensée, je le cite, « Nous ne construisons pas une nouvelle puissance à 6, nous ne construisons pas l'Europe à 6, nous faisons sauter les cadres. L'Europe n'est qu'une étape et une image. C'est la délégation à des organisations fédérales des pouvoirs nationaux. Mais nous voyons déjà venir l'Angleterre. À mesure que les pouvoirs seront délégués et que l'Europe se fera, les conditions changeront. Ne serons-nous pas appelés à englober dans ce système et la Pologne et la Scandinavie, etc. Et alors, est-ce que l'attitude de l'Amérique elle-même ne changera pas ? Dès 1964, le comité Monnet plaide aussi en faveur de ce qu'il appelle la réunion des Allemands, dans le cadre des communautés, avec 26 ans d'avance sur l'histoire. Pour Monnet, je le cite, il n'y a ni Europe de l'Est ni Europe de l'Ouest, il y a des nations qui, dans leur rapport, acceptent les mêmes règles et les mêmes principes, qu'elles soient à l'Est ou à l'Ouest. Fin de citation. Mais la condition pour adhérer doit être l'existence d'institutions démocratiques. Dans ces mots, une dictature peut être à l'Est ou à l'Ouest, mais elle ne peut pas être dans la communauté. Mon dernier point, c'est la vision mondiale. En effet, sans union, Monnet craint que les Européens deviennent, je cite, des pays d'ordre secondaire. Pour lui, il faut vraiment que l'Europe s'unisse pour pouvoir apporter la contribution qu'elle peut à la civilisation mondiale. Et sinon, il voit aussi le risque que l'Europe devienne, je cite, très rapidement un ensemble sous-développé. Fin de citation. Pour Monnet, il est important que les Européens discutent entre eux, trouvent des positions communes, après quoi ils pourront dialoguer avec leurs alliés américains. Il plaide pour un partenariat transatlantique privilégié, mais sur pied d'égalité. Il veut aussi des bonnes relations avec le bloc soviétique, dans le but de favoriser la paix mondiale, et aussi des bonnes relations avec les pays en développement qui doivent être aidés. Dans une note de réflexion de 1965, incroyable, il écrit « L'URSS, l'Amérique alliée contre l'intégration des nations européennes et contre le mouvement de l'histoire. » Fin de citation. Donc évidemment, on est dans un contexte particulier d'une époque de la guerre froide, mais ça montre que Monnet n'est pas dupe de la politique des deux superpuissances, malgré le respect profond qu'il a pour les États-Unis d'Amérique. Monnet affirme, je cite, « L'Europe n'est qu'une étape. Cette méthode que les pays de l'Europe occidentale commencent à appliquer n'a pas pour but de créer une puissance de 6 pays ou de leur donner du prestige. C'est une méthode ouverte aux pays qui veulent s'y joindre. C'est une méthode dont le développement tend à devenir universel. » Fin de citation. Mais 10 ans après, dans une note de réflexion de 1967, Monnet prend une position différente. Il écrit, je cite, « Je ne propose pas que la méthode européenne soit appliquée aux relations entre les USA, l'URSS, l'Europe en formation et au règlement des conflits. Il ne s'agit pas de créer des institutions universelles. » Donc, pour conclure tout cela, en ramassant tout cela, je dirais que Monnet veut œuvrer à la paix, à la prospérité, à la liberté. Il veut limiter les excès des souverainetés nationales intransigeantes. Il veut créer une communauté de droit avec certaines délégations de compétences et des institutions supranationales. L'idée, ça n'est pas de perdre la souveraineté nationale, mais de l'exercer en commun. Et il attache une grande foi dans les institutions qui ont une longévité, une permanence. Le but, c'est de promouvoir l'intérêt commun. La vision et l'action de Monnet, qui sont intimement liées, contribuent à développer cette fameuse méthode communautaire sui generis de l'Europe, c'est-à-dire une forme atténuée du fédéralisme qui tient compte des réalités nationales. Pendant longtemps, Monnet prône la fédération européenne
qu'il appelle souvent les États-Unis d'Europe, comme l'objectif. Au fond, la vision finale de l'intégration, même si tout cela est très complexe, finalement c'est peut-être très simple. Pour Monnet, outre l'intégration économique, il faut une union politique dotée d'institutions efficaces et démocratiques, avec une séparation des pouvoirs, où l'Europe se doterait d'un gouvernement indépendant des États membres. La tâche du niveau fédéral serait d'administrer l'intégration économique, donc le marché unique, doté à terme d'une monnaie unique, et devrait se charger de la politique étrangère et de la défense du tout. Et ce niveau fédéral devrait respecter profondément le principe de subsidiarité. Dans cette Europe de l'après-Seconde Guerre mondiale, Monnet considère que seule l'intégration par étapes est réalisable. Donc il faut passer par l'économique. Cela doit amener directement des gains tangibles aux Européens et c'est ce qui permettra d'aller vers l'union politique. L'ouverture géographique, c'est aussi un grand principe cher, comme on l'a vu. Pour lui, tous les pays d'Europe, s'ils sont démocratiques et s'ils acceptent les règles du jeu communautaire, doivent pouvoir rejoindre les communautés. Enfin, la vision de Monnet est clairement mondiale. Il souhaite cette Europe unie forte qui puisse dialoguer avec les États-Unis sur un pied d'égalité, qui ait sa place dans le monde. Reste le dernier point, la question de l'exemple européen. Est-ce qu'il y aurait cet exemple qui pourrait servir de modèle à d'autres régions du monde ou fournir un modèle de gouvernance plus global? Et je crois que c'est à cette question-là qu'on a le plus de mal à répondre à la fin de l'exercice d'étude des archives. Mais au fond, je crois qu'il ne faut pas tellement s'en étonner, car on sait à quel point Jean Monnet tenait toujours à travailler dans les réalités, être en contact avec le concret. Donc là, on a peut-être un thème, disons, pour les réflexions au-delà. Je vous remercie de votre attention.